Mercure, épisode technique. Je suis accompagné de Frédéric. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, toi? Très bien aussi. On va poursuivre sur la lancée du dernier épisode, le premier et le dernier épisode qu'on a enregistré sur l'introduction des malwares. Ce coup-ci, on va aborder un cas pratique d'analyse d'un vrai malware qui est très intéressant parce qu'il est quand même très connu. Il a fait beaucoup de bruit au moment où il est sorti. Et il est en soi d'un certain degré de sophistication très intéressante et très, disons, diversifié en termes de manœuvres. Je vais te laisser l'aborder. Et c'est Stuxnet pour divulguer. Mais je vais te laisser aborder là-dessus, sur cette analyse-là, puis voir comment celui-ci s'est matérialisé et comment il a réussi à faire les dommages qu'il était censé faire dans ce cas-ci, là. Bah, tout à fait. Effectivement, tu l'as dit, hein, on va parler un peu de Stuxnet aujourd'hui, mais pas que, hein, parce que voilà, c'est vrai que c'est un exemple parmi d'autres qui est très connu parce que déjà c'est une attaque, ce qu'on appelle une attaque étatique, hein, a priori. Alors voilà, comme d'habitude, hein, tout ce qui est dit ici est doté d'un conditionnel parce que nous ne faisons pas d'attribution, etc., etc. Et à chaque fois, ce sont des faisceaux d'indices, hein, mais voilà, tout porte à croire que Stuxnet avait été développé à l'époque par les Américains et les Israéliens pour nuire au programme d'enrichissement d'uranium de l'Iran. On va revenir un petit peu là-dessus. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très très sophistiqué dont on va parler, et c'est presque un des seuls exemples qu'on ait qui fasse ça, avec un effet sur le monde physique, sur on va dire le monde réel, parce que là, il s'agissait pas juste de voler des informations, d'influencer des gens, etc. Il s'agissait de détruire des objets, hein, in fine. Donc c'est quand même une attaque particulièrement sophistiquée. La dernière fois, on avait parlé de ce que c'est qu'un malware, à quoi ça sert, où est-ce qu'on peut les trouver, etc. On avait abordé ces différents aspects-là pour bien savoir de quoi on parle. Donc on va pas revenir sur ce sujet-là. Là vraiment, maintenant, on va voir concrètement, ces malwares finalement, concrètement, comment est-ce que ça se matérialise dans une attaque, l'emploi de cette petite bestiole. Oui, puis tout le regard sur la complexité de Stuxnet, lui, est intéressant parce qu'il est quand même multiphase et d'arriver jusqu'à l'exploitation de même, ou au fond, l'objectif même qui était présumé de nuire au fond à l'enrichissement d'uranium pour l'Iran dans ce cas-ci, est quand même très intéressant, justement, puis d'avoir réussi à déposer ça sur un réseau fermé aussi, là. Exactement. Donc c'est vrai que la première phase dans Stuxnet, ça a été le fait de rentrer dans le réseau, hein, être capable, l'usine qui était visée, donc a priori l'usine de Natanz. On verra ensuite comment est-ce qu'il a été déterminé que c'est cette usine-là qui a été visée. C'était donc elle a été dotée d'un réseau qui était non connecté à Internet. Et ça, en fait, ça a été propagé à la base par USB. Hein, c'est-à-dire que si on remonte un petit peu, si je me trompe pas, par rapport aux informations qu'on a pu avoir, c'est le poste d'un chercheur en fait qui travaillait dans l'usine, son poste personnel chez lui, qui a été d'abord visé. Une fois que le contrôle en a été pris, des fichiers ont été déposés sur une clé USB. Et lui, en fait, il échangeait régulièrement des fichiers entre son poste et l'usine de Natanz. Et là, pour le coup, et donc là, c'est une première vulnérabilité qui a été utilisée à ce moment-là. C'était une vulnérabilité sur les fichiers LNK, donc ce sont des fichiers link, donc des liens logiques en fait qu'on peut faire sur des fichiers. Qui a été exploité à l'époque. Alors ça, c'était vraiment au tout début parce que il y a eu plusieurs versions. Mais ce malware lui-même, cette campagne, j'ai même envie de dire, Stuxnet, c'est plus une campagne qu'un malware, a fait l'usage de plusieurs versions sur chacun des éléments de la chaîne. Mais donc à la base, il y a eu vraiment cette première infection avec l'exploitation d'une vulnérabilité sur les icônes au niveau de Windows. Donc ça, c'est quelque chose toujours grande vigilance quand on insère un média sur lequel on n'est pas hyper confiant, etc. Moi, je sais que je suis peut-être un petit peu parano là-dessus, mais je sais que ne serait-ce que le fait que Windows voit les fichiers quelque part, il va afficher les icônes, il va faire un certain nombre de choses. Et c'est vrai que souvent on peut avoir tendance à se dire non, mais de toute façon, j'ai pas ouvert le fichier, je l'ai pas exécuté, etc. Et Ouais. mine de rien, l'OS il fait déjà pas mal de trucs.
hein. C'est un énorme problème, puis il est encore actuel parce que la dernière vulnérabilité sur iOS était un des problèmes de cette nature-là, justement parce que le système d'exploitation vient traiter en arrière-plan beaucoup de choses. Fait que même les téléphones cellulaires sont pas exempts de ce traitement-là d'arrière-plan qui peut être vulnérable à une attaque, dans ce cas-ci, qui était une attaque de prévisualisation de choses. Outlook aussi était très problématique avec du traitement d'arrière-plan qui est fait sans que l'utilisateur ait besoin d'ouvrir le courriel ou qu'il ait besoin de déposer des actions. Fait que c'est déjà là, c'est pas simple, mais en même temps, c'est tout le danger qui est associé avec ça. Il y a des systèmes d'exploitation modernes qui nous donnent beaucoup de facilité en ce sens-là. Et pour clore là-dessus, c'est dans le fond le mode barré, verrouillé que Apple a sorti sur le iOS, puis maintenant, ils vont le sortir aussi sur les Mac. Vient justement couper toute cette prévisualisation-là, vient couper tous ces éléments de traitement d'arrière-plan, justement parce que c'est peut-être pas si bien maîtrisé que ça par les développeurs de systèmes d'exploitation, là. Ah bah parce que ne serait-ce que analyser le média en lui-même, hein, savoir qu'il y a une table de partition avec des fichiers dessus, etc. Et avant même d'arriver au fichier, finalement, si on regarde le nombre de lignes de code qui se sont exécutées côté OS, rien que pour savoir qu'il y a des fichiers sur une clé USB, c'est déjà considérable. Et c'est vrai que des vulnérabilités là-dessus, c'est vraiment des choses qui peuvent arriver. Et là, donc c'est vraiment ça qui a été exploité, ce qui a permis de rentrer sur un poste au départ. Et d'ouvrir sur la deuxième phase. Et la deuxième phase, en l'occurrence, donc c'était encore une exploitation de vulnérabilité via trois moyens. Si je me trompe pas, hein, sur cette partie propagation, donc ce qu'on appelle la latéralisation, c'est-à-dire que on est rentré à un endroit. En fait, ça, je crois qu'on l'avait évoqué aussi dans une phase d'action de ce type-là. Il y a en gros il y a plusieurs phases. Il y a l'accès initial, hein, comment est-ce qu'on rentre dans le système, et après il y a des enchaînements en fait successifs de ce qu'on appelle de la latéralisation, c'est-à-dire je suis sur un système et je vais me propager à d'autres systèmes, et d'élévation de privilèges, c'est-à-dire que je suis à un endroit, j'ai des droits X et je veux obtenir plus de droits. Et en fait, on va faire ça successivement, c'est-à-dire qu'on va être à un endroit, on va passer à un autre, et puis on est sur cet autre endroit, on a des droits qui sont très limités, on fait une élévation de privilèges et on monte, et puis de là, on va pouvoir repasser sur un autre système avec des droits plus élevés, etc., jusqu'à atteindre finalement la cible voulue. Là, sur cette phase de latéralisation, il y avait plusieurs techniques, hein. Il y a l'utilisation des partages réseau, alors ça très classique, hein. Ça se fait moins maintenant, hein. Ce qu'il faut voir aussi, il faut remettre Stuxnet un peu dans son contexte, hein. C'était en 2010. Donc ça fait quand même maintenant 13 ans, hein. On en parle encore parce que c'était une belle attaque, mais c'est quand même il y a un moment. Et c'est vrai que tout le monde n'avait pas forcément le réflexe de contrôler tout ce qui est partage réseau, etc. Et donc ça, c'est un très bon moyen de se latéraliser, vérifier sur toutes les machines du réseau est-ce qu'elles ont des dossiers partagés. Mais aussi déjà à l'époque, il y a une vulnérabilité liée au mécanisme d'impression, donc qui permettent faire de l'impression via le réseau, etc. Et donc ça, c'est des vulnérabilités qui ont été découvertes depuis, qui sont maintenant corrigées dans les systèmes. Mais en fait, ça permettait déjà de faire une latéralisation, même lorsque les partages étaient non activés. À partir de là, donc il y avait quand même un premier pied dans le réseau de l'usine. Il y a eu quand même ce réseau, en fait, bon, il n'était pas complètement déconnecté à Internet apparemment, parce que ce qui était très difficile, c'était d'y rentrer, mais une fois que les attaquants étaient à l'intérieur, il y a eu quand même des moyens de communiquer avec Internet, via des mécanismes évidemment pour se cacher, etc. Hein, sur les systèmes, enfin sur tout ce qui est réseau, hein, type peer-to-peer, etc. Pour pas qu'on puisse non plus en remonter à la source, hein. Donc c'est aussi pour ça quand on dit a priori, c'était un groupe d'attaquants américains et israéliens. Ça reste de l'a priori parce qu'il n'y a pas de communication directe, etc. Et donc, finalement, à partir de ce moment-là, ça veut dire que les attaquants avaient la main sur une partie du réseau, étaient capables de le piloter depuis l'extérieur. Et là, ils ont fait vraiment leur phase de découverte, hein, approfondie. Il y a beaucoup de choses qui ont été analysées a posteriori sur cette attaque-là, notamment parce que en fait, il est composé de beaucoup de malware. Enfin, la campagne Stuxnet faisait intervenir. Là, on en a déjà parlé de deux quand même. On a parlé de la partie qui a pris contrôle du PC de notre chercheur et qui s'est ensuite propagée via les clés USB. Ensuite, on a eu la phase propagation par le réseau. C'est pas forcément à chaque fois le même malware qui fait chacune de ces actions-là.
Une fois que le malware a été installé, il allait aussi installer ce qu'on appelle un rootkit. Donc un rootkit, c'est quelque chose qui va aller vraiment se cacher dans le système, au plus profond du système. Le terme vient de root. Root, c'est le nom du compte c'est sous Unix, enfin sous Linux qu'on parle du compte root. C'est le compte administrateur qui a le plus de privilèges. Donc quand on parle d'un rootkit, c'est un malware en fait qui a pris ses droits les plus élevés et qui du coup va utiliser ça notamment pour se cacher. Et ça va être hyper intéressant parce que, en fait, une fois qu'on a les droits les plus élevés sur un système, on peut faire vraiment ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on maîtrise la machine. On en a vu allumer les caméras, par exemple, allumer les micros, etc. C'est pour ça, vous regarderez maintenant sur la plupart des caméras, si ce n'est toutes, il y a une petite LED à côté qui permet de savoir quand la caméra est active. Et ça, le but, c'est de dire, même si le PC est complètement infecté, on sait que la caméra est active parce qu'il y a cette petite LED qui s'allume. Sachant que même ça, d'ailleurs, on sort un peu du sujet, encore une fois. Oui, ça a déjà été exploité pour pas que la lumière s'allume. Oui. Exactement. Je me souviens c'était sur des Mac à une époque. En fait, le firmware, donc le logiciel embarqué dans la caméra, a été exploité pour désactiver l'allumage de la DEL pour pas que on puisse savoir qu'elle est allumée. Donc même ça finalement, c'est potentiellement attaquable. Ouais. Et donc ce rootkit, faire une chose sur les rootkits, puis ça fait longtemps qu'on en a pas entendu. Là, ça fait 13 ans de ces époques-là. Ces époques-là, on en parlait énormément des rootkits, puis c'était très populaire, puis les gens en sécurité étaient très anxieux par rapport à ça. Depuis, on n'en en parle plus. Depuis au moins 5 ans, je n'ai plus entendu parler de façon directe et ouverte qu'on avait des rootkits qui étaient dangereux, des choses comme ça. Maintenant, on va plus parler que c'est les rançongiciels qu'on parle maintenant, puis tous ces éléments-là, puis interviennent rarement à des niveaux aussi profonds dans les systèmes que les rootkits, là, mais ce qu'on connaît publiquement, là, bien sûr. Là. Alors, ils interviennent pas aussi profond, justement, sur les parties driver, etc. Mais au final, ils prennent quand même le contrôle de la machine complet, assez souvent. Donc, c'est vrai qu'on les appelle plus des rootkits parce qu'ils vont pas chercher à hacker, vraiment tout le système d'exploitation, mais ils bénéficient quasiment des mêmes droits généralement. Et donc, le rootkit qui avait été fait sur Stuxnet, il avait été fait avec un objectif particulier, qui était justement de se cacher. Et en fait, c'est là que c'est très intéressant d'être un rootkit, parce que, en fait, qu'est-ce qu'il allait faire? Ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, quand vous prenez, je sais pas, l'explorateur Windows, et que vous allez dans des fichiers, etc., vous parcourez votre ordinateur, vous arrivez sur un répertoire, vous listez les fichiers présents dans ce répertoire-là, et là, vous voyez les fichiers présents. Mais en fait, quand on est au niveau du système d'exploitation, quand on est un rootkit, en fait, on peut intercepter toutes ces requêtes-là. La requête de l'explorateur qui demande quels sont les fichiers, etc. Et en fait, ce que faisait le rootkit de Stuxnet, qui est finalement assez classique quand on y réfléchit maintenant, c'est qu'il interceptait ces requêtes-là pour que si jamais l'utilisateur regardait dans le répertoire dans lequel était le malware, et en fait, il allait modifier la réponse pour supprimer l'entrée ou les entrées correspondantes au malware. Ce qui fait qu'en fait, il était très très difficile. À partir du moment où en plus ça c'est fait au niveau du noyau du système d'exploitation, c'est très très difficile, même pour un antivirus, même pour n'importe quel programme côté sur l'ordinateur finalement, qui va vouloir parcourir les fichiers, etc. À chaque fois qu'on va demander les fichiers dans tel répertoire, hop, le malware va modifier la réponse et on va jamais même savoir qu'il y a ces fichiers-là. Et ça, c'est un vrai problème en termes de détection. Et ça demande beaucoup d'investigation, évidemment, pour ensuite être détecté, analysé, extrait, tout ça. Généralement, ce qu'on peut faire quand même, c'est que si on sort le système, on sort le disque dur, on le met dans une autre machine qui, elle, n'est pas affectée par le rootkit, et en fait, les requêtes, justement, pour lister les fichiers, elles vont pas être interceptées. Et donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir, donc c'est un peu en post-mortem, on fait de l'investigation, on prend un disque et on l'extrait. Là, on va effectivement voir les fichiers et on va pouvoir dire, oui, là, il y a un truc qui cloche à cet endroit-là. Mais ça demande quand même des moyens assez importants et ça empêche surtout toute investigation directement sur le système affecté. Après, dans la partie malware, ce malware-là, en fait, il y a eu plusieurs chercheurs qui ont mis la main sur les souches. Il y a eu plusieurs versions, il y a eu plusieurs campagnes, mais toutes à peu près ont pu être analysées. Et en fait, justement, je disais tout à l'heure que c'était l'usine de Natanz qui était affectée.
Ça, on l'a pas su tout de suite. Hein. C'est-à-dire que ce malware-là, il y a un moment, il est un peu sorti de l'usine parce qu'il avait des fonctionnalités de propagation automatique, etc. Et en fait, il a été vu à plusieurs endroits, dans plusieurs entités, autour de l'usine notamment, mais pas uniquement. Donc c'est même un petit peu sorti de l'Iran, je crois, à un moment. Ce qui fait qu'il y a plusieurs chercheurs qui ont travaillé dessus. Donc c'est intéressant parce que là, on est aussi dans le cas, ça fait un peu scénario de film, le malware qui est sorti de son bocal, qui allait infecter d'autres trucs, etc. On pourra parler de NotPetya en 2017, qui était un peu similaire, qui était fait pour viser l'Ukraine, en l'occurrence par la Russie, mais qui a visé énormément d'autres entreprises. Saint-Gobain, par exemple, l'entreprise internationale Saint-Gobain, qui a fait état de 300 millions de dollars de perte de chiffre d'affaires quand même, grâce à cette fuite. C'est jamais qu'un malware qui est sorti de son bocal, qui a fait perdre 300 millions de dollars à une boîte, et beaucoup à d'autres. C'est pas tout à fait anodin. Dans le cas de Stuxnet, en fait, c'est un peu ça qui s'est passé aussi. Il est sorti, il a été analysé, puis les gens se sont dit, mais c'est bizarre ce truc quand même. C'est pas un malware qu'on a l'habitude de voir. Il y a des trucs dedans, ils cherchent des trucs qu'on voit jamais, en fait. Et donc les gens ont vraiment regardé ça, se sont dit, mais qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il fait ce malware-là? À chaque fois qu'on le teste dans un environnement normal, ça marche pas, parce que le code correspond pas, etc. Mais ils cherchent un truc particulier. Et donc petit à petit, les gens ont mené des investigations et ont découvert qu'il allait chercher des contrôleurs. Ça s'appelle des contrôleurs SCADA. Donc c'est les boîtiers en fait qui vont piloter des automates, qui échangent avec des automates pour piloter derrière des équipements physiques finalement. Donc déjà, ok, les gens se sont dit bon ça c'est un malware qui vise des automates. Ce qui permet déjà pas mal de restreindre. Donc il y a les aspects un peu géographiques, où est-ce qu'il a été trouvé, et puis voilà, ça vise des automates, mais qu'est-ce que ça peut être? Donc au début, les gens pensaient que ça visait des centrales nucléaires, justement, par rapport à ce qu'il y avait, par rapport au type d'automate. Et puis il y a encore des trucs qui collaient pas. C'était pas forcément des centrales d'automates. Et c'est un chercheur vraiment qui a trouvé un truc dans la configuration, un truc assez spécifique. Et il s'est dit là, il y a vraiment un truc bizarre. En fait, il a trouvé, alors là, je vais vous le décrire visuellement. Il a trouvé une configuration d'automate qui était sous forme de cascade. C'est-à-dire qu'il y avait un premier automate au départ, puis derrière il y en avait 3, puis peut-être une dizaine, puis une vingtaine, puis au plus haut, je crois, c'est une centaine, et puis après un peu moins, 80, 70, etc. Comme s'il y avait un automate au départ, puis c'est divisé en pas mal, et puis à la fin, ça se rassemble finalement. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il a vu. Il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que cette configuration d'automate? Et en fait, alors je sais plus comment, il est arrivé à la conclusion que ça pouvait correspondre à une succession d'automates qui correspondent à un processus d'enrichissement d'uranium. Ça réduit pas mal déjà la cible. Il y a pas tant de monde qui font de l'enrichissement d'uranium. Là, on n'est pas, c'est un club très restreint. Là. Voilà, là, on sent qu'on rentre dans un club, le club des enrichisseurs d'uranium autour de l'Iran. Il y en a pas des masses non plus. Et ça a été documenté. Enfin, c'était documenté. Ça, je crois qu'il a trouvé ça parce qu'il avait trouvé une étude justement sur l'enrichissement d'uranium qui expliquait qu'une méthode pour enrichir l'uranium, c'était de mettre, en l'occurrence, des centrifugeuses. Donc là, à ce moment-là, il savait même pas que ces automates pilotaient des centrifugeuses. Il savait juste que c'était une succession d'automates, en fait, avec cette forme de cascade. Il avait évidemment des soupçons sur le fait que c'était l'usine d'enrichissement, mais il avait trouvé dans une étude qu'une des manières d'enrichir de l'uranium, c'était de cascader des centrifugeuses avec une centrifugeuse au début, puis de diviser dans plusieurs, puis de rediviser, et à un moment de refusionner quelque part. Et donc ça correspondait, et avec des nombres qui correspondaient quasiment exactement aux configurations d'automates qu'il avait trouvé dans le code du malware. Donc là, on voit vraiment la partie analyse de malware, jusqu'où on peut aller quand on analyse très finement un malware. On peut vraiment, sans même savoir qu'on parle de centrifugeuse, finalement, obtenir l'information comme quoi ces automates pilotaient un cycle d'enrichissement d'uranium. Et dernier élément, en fait, il a eu une confirmation a posteriori. Si je me trompe pas, sur des photos. C'est-à-dire que régulièrement, l'Iran communique, voilà, je sais plus comment ça s'appelle, le dirigeant de l'Iran, c'est pas l'ayatollah, mais voilà, j'ai plus les termes en tête, voilà, qui visite l'usine d'enrichissement d'uranium, etc. Et dans une de ces visites, en fait, on voit deux écrans
d'ordinateur. Hein. Alors on voit juste un morceau de ces écrans-là, mais en fait sur ces écrans, alors c'est assez quand on regarde, hein, on se dit ouais, faut quand même savoir ce qu'on cherche hein, pour trouver l'information sur l'écran. En fait, il y a des espèces de carrés verts, carrés rouges, etc. Et en analysant les photos diffusées, le chercheur a réussi à retrouver en fait cette chaîne successive d'automates. Justement, les nombres, alors pour le coup, ils étaient plus sous forme de chaîne, ils étaient marqués linéairement. Mais en fait, je crois qu'il y a, par exemple, il y a un carré vert, puis un trou, puis deux carrés verts, puis un trou, puis 5 carrés verts, puis un trou, puis 20, etc. Et en fait, ils sont affichés linéairement sur une ligne les uns derrière les autres, mais ça correspond très exactement à ce dont on vient de parler, c'était cette cascade. Et en fait, cet écran-là probablement correspondait à du à du monitoring, hein, enfin l'affichage de l'état en fait d'un ensemble de centrifugeuses, enfin d'un ensemble d'automates, etc. Et on retrouvait les nombres qui étaient justement dans la configuration du malware qui avait été analysée. Donc là, il a bien eu la confirmation que les valeurs précises qui étaient dans le malware correspondaient à une configuration d'automates qu'on trouvait effectivement dans l'usine d'enrichissement d'uranium de Natanz. Donc là déjà, on commence à être assez précis hein, sur la cible, etc. Toujours sur l'analyse de malware. Hein. Et c'est là aussi que, du coup, nos chercheurs ont su l'automate qui était visé et ce à quoi il pouvait servir. Ce qui permettait d'aller encore plus loin. Parce qu'une fois qu'on sait ça, on va se dire qu'est-ce qu'il va faire sur ces automates-là Est-ce qu'il va agir dessus Est-ce qu'il va faire fuiter de l'information, etc. Et en l'occurrence, et donc là on va arriver presque à la fin de notre analyse, hein, il a découvert, alors ça c'était il y a eu plusieurs versions hein, de l'attaque. Il y a eu 2010 et je crois qu'il y en a eu une autre en 2011 ou 2012 ou quelque chose comme ça. La première, en fait, elle jouait sur les pressions. Donc c'est assez subtil. Là, le but, c'était de dire, on a un flux qui rentre, flux d'uranium hein, qui rentre dans notre espèce de cascade. Et en fait, en jouant sur les pressions, ça va faire que le mécanisme d'enrichissement par cascade ne va pas fonctionner. Parce que chaque cascade, chaque centrifugeuse est censée recevoir avec une pression précise, envoyer avec une pression précise. Et en fait, si on arrive à modifier les valves, en gros c'est ça, hein, à jouer sur les valves, on modifie les pressions, et du coup la centrifugeuse en fait ne va pas réussir à faire son enrichissement. Le gros avantage de ça, c'est que c'est très difficile à détecter. C'est-à-dire que même les chercheurs là-bas, j'imagine, se sont arrachés les cheveux à se dire mais qu'est-ce qui se passe? Parce que évidemment, hein, nos développeurs étaient malins. Ils ont fait en sorte que l'affichage qui était présenté aux chercheurs, tout ce qui était montré à ceux qui pilotaient, etc., lui n'était pas modifié. Si une vanne était ouverte, elle était affichée comme étant fermée, par exemple, des choses comme ça. C'est-à-dire que ceux qui supervisaient tout le processus d'enrichissement, en fait, donc ça c'est pareil, c'est l'analyse du malware hein, qui a montré ça, qu'il y avait aussi une partie en fait qui attaquait directement les interfaces de supervision. Donc il y a vraiment plusieurs malwares. Hein. Il y a un malware pour viser les automates, un malware pour viser la supervision, et ce qui fait que ceux qui étaient sur la supervision, en fait, ne s'apercevaient de rien. Là, pareil, hein, ça fait très scénario de film, avec la caméra qui a été piratée, et du coup, on voit pas qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans le bâtiment, etc. Là, c'est exactement ça. Sauf que, et c'est là que le travail est énorme. Hein. À l'époque, je me souviens, on parlait de plusieurs milliers, ou enfin entre 1000 et plusieurs milliers d'ETP, hein, c'est-à-dire d'équivalent temps plein, enfin de personnes pendant plusieurs années nécessaires pour développer une telle capacité, hein, un tel malware. Et du coup, en faisant ça, en fait, ça a énormément ralenti le processus d'enrichissement. C'est-à-dire que côté supervision, tout se passait bien, mais en fait, l'uranium qui sortait, il était quasiment pas enrichi par rapport à ce qui était rentré. Et donc, ça fait perdre évidemment énormément de temps hein, à l'usine. Ça a été découvert au bout d'un moment. C'est-à-dire que les chercheurs iraniens ont fini par trouver, ont fini par dire il y a un truc qui cloche, et ont fini. Alors je sais pas s'ils ont fini par sortir le malware ou quoi, mais en tout cas clairement ils ont réussi à corriger ça. Et c'est là qu'il y a eu une deuxième version de Stuxnet. Et là, autant la première était discrète. C'est-à-dire que la première, le but de l'attaque, c'était ralentir le processus. La deuxième, c'était destructif. C'est-à-dire que la deuxième bombe logique qui a été analysée, le but était vraiment d'endommager le rotor, donc d'endommager les centrifugeuses. Comment est-ce que ça a été fait? Ça a été fait par modification des vitesses de rotation. Donc là, en fait, ils ont
pareil, hein, toujours pareil, hein, sans que ça apparaisse sur la supervision, etc. Les centrifugeuses, comme leur nom l'indique, pardon, ça tourne très vite. Hein. C'est quelque chose comme 80 000 tours minute, quelque chose comme ça. Donc c'est des milliers de tours à la seconde. Hein. Parce que là, on parle de trucs un peu techniques quand même, hein, sur ces choses-là. Et là, en fait, le malware passait son temps à monter et à baisser la fréquence, la vitesse de rotation. Et alors, je crois même qu'on l'entend à un moment sur un reportage en Iran. Un reportage dans l'usine, je crois qu'il y avait une histoire comme ça à l'époque, où en fait on entend même le bruit et on entend que c'est pas la bonne fréquence, justement. Donc c'est des choses qui auraient pu s'entendre, hein, justement, sur le moment. Et donc en fait, en augmentant et en ralentissant, c'est pareil, hein, si vous jouez avec votre machine à laver, faut savoir que votre machine à laver, elle est pilotée par pareil, hein, par un automate. C'est parmi le petit aparté, hein, c'est parmi les puces en termes de traitement du signal les plus performantes au monde, hein, ce qu'on a dans nos machines à laver. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait tourner un essorage ou quelque chose comme ça, évidemment votre linge il est pas bien réparti dans le machin. Hein, y en a plus d'un côté que de l'autre, etc. Et si on fait ça sans trop réfléchir à 1000, on fait un 1000 tours minute avec ça, en fait, on va complètement exploser la machine à laver dès le premier essorage. Donc en fait, il y a des petites puces, hein, des DSP, donc des puces de traitement du signal, qui vont des milliers de fois par seconde modifier le courant qui est envoyé dans le moteur pour piloter très très finement en permanence la vitesse de rotation. Et ben c'est pareil pour quand on veut faire de l'uranium, hein, quand on veut enrichir de l'uranium. Donc on peut pas le faire avec une machine à laver, hein, mais le principe est le même. Et du coup en fait, ce sur quoi ils ont joué là cette fois-ci, c'était un petit peu ils ont joué vraiment sur le pilotage de ces puces de traitement du signal pour leur faire mal corriger finalement, donc faire accélérer et faire mal corriger en permanence, comme je disais, hein, on corrige les courants et tout ça qui sont envoyés au moteur des milliers de fois par seconde, et du coup ces courants étaient mal corrigés. Alors là, si vous faites ça, au début ça se voit pas, et puis en fait vos rotors s'usent, les axes vont s'user, et en fait à un moment, hein, je sais plus combien c'était de dizaines de pourcents des centrifugeuses qui ont été remplacées. C'est-à-dire que, et ça effectivement, Nathan, ils ont communiqué dessus, et quand on regarde, ça correspond hein, en termes de calendrier à cette deuxième phase d'attaque. Et en fait, ils se sont retrouvés avec plein de centrifugeuses dont le rotor était complètement foutu à cause de ce malware. Donc là, c'était vachement moins discret. C'était un peu le truc de la dernière chance, c'est-à-dire qu'ils savaient très bien. Les attaquants, en fait, quand ils ont déclenché cette phase-là, savaient que après ils seraient sortis, parce que les effets allaient être tels que forcément que ça allait être découvert, et forcément après ils allaient nettoyer le système d'information, etc. Ce qui s'est a priori passé. Hein. On ne sait pas hein, aujourd'hui s'il n'y a pas encore des malwares dans le système, mais a priori ça a été quand même beaucoup durci. Donc voilà, ça c'est un peu le panorama global de Stuxnet avec l'aspect malware. Hein, comment est-ce qu'ils sont rentrés, comment est-ce qu'ils sont diffusés, etc. Et puis concrètement, là, ce que j'ai expliqué à la fin, c'est vraiment les fruits de l'analyse de malware. Hein. Les gens qui ont analysé ces choses-là, ça s'est pas fait en 2 jours. Là, clairement, on parle de plusieurs mois de travail hein, pour ces analystes-là. Mais c'est intéressant aussi de voir que même dans un cas comme ça, où on pourrait se dire c'est des attaquants hyper évolués sur une cible hyper spécifique, etc. Il y a quand même avec le temps, hein, ça s'est pas fait tout de suite. Hein, les rapports sont sortis assez tard hein, finalement sur ces sujets-là. Je crois que c'était en 2013 hein, les rapports. Donc voilà, les gens ont mis plus de 3 ans à avoir suffisamment d'informations pour conclure dessus. Mais en analysant en fait, on a pu savoir qu'est-ce qui était visé, comment est-ce que c'était visé. Ça a même permis de entre guillemets fuiter des informations, c'est-à-dire que les attaquants avaient des informations sur l'usine. Typiquement sur ces cascades de centrifugeuses, etc., qui sont maintenant publiques puisqu'elles étaient dans le malware hein, finalement. Et aujourd'hui, on en sait quand même beaucoup plus sur cette attaque-là et sur les effets que ça a eu. Voilà. Et de mémoire, je crois qu'on estime que ça a dû faire perdre entre 1 et 2 ans au processus d'enrichissement à l'époque. C'est assez impressionnant, puis toute la lenteur d'exécution puis de montée comme ça, puis d'informations a priori qui a dû être trouvées pour réussir à monter ces attaques-là, puis c'est quand même, moi je trouve ça très impressionnant, là, de cette patience-là qui a été
faite pour arriver jusqu'à ça. Puis dans le fond, c'est un objectif qui est finalement très louable, si on peut le voir comme ça, là, d'un point de vue d'occidentaux. C'est sûr que c'est sûr que l'Iran ne partagera pas cette opinion-là, là, mais sur cet objectif-là, mettons que l'objectif a été atteint essentiellement. Ce qui est impressionnant, c'est de se dire l'ampleur des moyens qui ont été déployés finalement pour faire cette attaque-là. C'est-à-dire combien ça a coûté justement à ceux qui l'ont fait. Ça veut dire qu'ils ont quand même une très très forte motivation. Bon, on la connaît la motivation en même temps dans ce cas-là. On sent qu'on peut difficilement être plus motivé. L'ampleur des moyens et l'ampleur des effets, parce que faire perdre plusieurs années comme ça à un processus de ce type, forcément c'est assez énorme. Faire perdre, les centrifugeuses en plus, c'est des équipements qui coûtent une fortune. Réussir à en casser comme ça des centaines, voilà, c'est quand même assez impressionnant en termes d'attaque. Toutes les attaques ne revêtent pas quand même ce niveau de sophistication, mais c'est quand même assez impressionnant. Oui, absolument. Puis il y a le contre-exemple plus récent où les Russes ont essayé d'attaquer une centrale nucléaire ukrainienne et où ils n'ont pas réussi à aller en tout cas, ce qui est connu, n'ont pas réussi jusqu'à mettre en œuvre l'attaque avec une attaque d'un degré de sophistication qui pourrait être comparable à celui-là. Donc, c'est pas toujours un gage de succès d'avoir ce degré de sophistication-là dans la façon de mener une campagne comme on voit là, au niveau étatique, là, bien sûr. Là. Parce que le gang de rue virtuel, le cyber gang de rue n'a pas ces moyens-là et cette capacité-là et cette patience-là de réussir à monter des attaques comme ça. Tout à fait. C'est vrai que là, ce que tu évoques, c'est effectivement des attaques de la Russie sur les systèmes énergétiques de l'Ukraine. Donc depuis un peu plus d'un an maintenant, où effectivement le cyber blackout ou la cyberguerre, etc. Alors est-ce qu'elle a eu lieu ou pas? Moi, ce que j'ai coutume de dire sur le conflit, sur la guerre de la Russie vis-à-vis de l'Ukraine, c'est que finalement c'est un peu comme sur le terrain physique. Les Russes ont probablement suranticipé leurs capacités, sous-anticipé la capacité de défense des Ukrainiens, et je pense que d'ailleurs beaucoup ont été surpris, y compris occidentaux, de la capacité de défense de l'Ukraine, et ont été aussi surpris dans le sens inverse de la capacité offensive de la Russie. Et c'est vrai que sur le côté cyber, la Russie, finalement, là où on aurait pu s'attendre à des actions de très grande ampleur avec des très gros effets, il y a eu des actions, mais bon, c'est un peu comme sur le terrain finalement. Ils sont pas allés jusqu'à Kiev, concrètement. C'est un petit peu ça. Il y en a quand même eu qui ont réussi, et il y en a une notamment que moi je trouve intéressante aussi. Alors, on reste un peu dans le schéma des attaques étatiques. C'est celle de Acid Rain. Donc pareil, a priori attribuée à la Russie. C'était celle sur Khaasat. Et là, on sent clairement que c'est la deuxième option. La première option, c'est on va faire du chirurgical, on va viser telle centrale, ces trucs, etc. Bon, on n'y arrive pas, on arrose tous azimuts. Et là, Khaasat, en fait, c'est une attaque. Alors, je crois qu'elle est passée par un fournisseur de Khaasat, si je me trompe pas. Donc, c'est prise de contrôle d'un fournisseur et envoi d'une commande aux terminaux Khaasat, qui a quand même eu un très gros effet. Donc, elle a été activée, cette attaque-là, le 24 février 2022, donc vraiment le jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc là, on est clairement dans le très très coordonné, préparé, etc. Et elle avait pour objectif, et même pas qu'objectif, parce que ça a effectivement fonctionné, de rendre inopérants les terminaux de réception satellite Khaasat. Et là, ça a été assez violent, parce que alors ce qui est assez étonnant, c'est qu'on en a parlé qu'après une quinzaine de jours de cette attaque-là. Je me souviens, j'avais vu, je suis tombé sur une semaine après, le 24 février, moi j'étais tombé sur une news de quelqu'un qui parlait de ce truc-là, puis je me suis dit, mais quand même, c'est démentiel, en termes d'attaque et tout ça. Et dans la presse, on va dire plus standard, etc., c'est passé que 10 à 15 jours plus tard encore. Mais en fait, rétrospectivement, quand on regarde ce qui s'est passé, ils ont donc rendu inopérants les terminaux de réception Khaasat, et là, pour le coup, de manière très large. C'est-à-dire que c'était les terminaux de réception Khaasat, en Ukraine ou pas.
Et en termes d'effet collatéral, on a quand même eu, et c'est ça qui était paru dans la presse une semaine après l'invasion, on a quand même eu, je crois, plus de 3000 éoliennes en Allemagne qui ont été affectées parce que il faut savoir que les éoliennes, évidemment, elles sont un peu dispersées. Il faut pouvoir les piloter, il faut pouvoir récupérer des informations, etc. Donc ça passe, c'est assez facile de passer par satellite pour ça. Et on s'est retrouvé quand même avec plus de 3000 éoliennes qui étaient non pilotables. Ce qui ne veut pas forcément dire qu'elles tournent plus, etc. C'est peut-être même presque plus dangereux qu'elles soient plus pilotables, parce que si on peut même plus les arrêter s'il y a un coup de vent ou quoi, ça peut être très très embêtant. Et donc ça, c'est vraiment un effet de bord de l'attaque. Et quand même, là où aussi on disait que l'attaque est un peu bourrine quelque part, c'est que le terminal était complètement inopérant et il a fallu envoyer physiquement des personnes dans chaque éolienne, enfin en fait dans chaque terminal KASAT de la région finalement, dont c'est quelques milliers d'éoliennes, pour réparer. Alors j'ai vu c'était remplacer ou réinitialiser ou je ne sais quoi le terminal de réception pour retrouver quelque part la connexion. Donc là pour le coup le malware il est arrivé sur l'antenne, il est arrivé sur le client, il a fait je sais pas c'est un reset ou je sais pas quoi de l'équipement et là on a perdu toute la configuration. Donc là on est aussi dans l'attaque étatique. Là on est aussi dans l'effet de bord. Donc, le danger de ces armes là c'est aussi clairement ça. C'est avec la première, comme je disais tout à l'heure, il fallait chercher une configuration très spécifique d'automate, etc. Là, il y a très peu de chances, voire aucune chance, que ça ait un autre effet que celui escompté sur l'usine en question. Alors que là, dans le cas de KASAT, on est quand même sur quelque chose qui a touché beaucoup plus largement et qui a impacté des utilisateurs quelque part qui n'avaient rien demandé, quoi. Ouais, bon, on voit ça dans les attaques russes. Dans ce cas-ci, ils visent beaucoup, sont beaucoup moins chirurgicales dans leurs choses. Ils se foutent un peu des effets collatéraux. Mais en même temps, du moment qu'ils atteignent leurs objectifs, j'ai l'impression qu'ils sont satisfaits de cette situation-là. Oui, c'est les Russes d'une manière générale ne communiquent pas sur les effets, etc., mais ne cherchent pas spécialement à se cacher. On l'a vu. Enfin, les quelques quand il y a eu quelques révélations sur Equation Group, par exemple, ou des choses comme ça, tout ce qui est fait plutôt par la NSA, donc par les Américains, là, il y a une vraie volonté de clandestinité. Ça se voit dans les malwares, ça se voit dans dans les modes opératoires, etc. Où le but c'est vraiment de pas être découvert. Alors des fois il y a des fuites, donc du coup on le sait, mais c'est vrai qu'entre les fuites finalement il y a assez rarement d'attaques qui sont découvertes venant notamment des Américains. C'est vrai que les Russes sont quand même beaucoup moins vigilants à ça et on a quand même beaucoup moins de il y a beaucoup moins même de protection, etc. Et après, qu'on dise que c'est eux ou pas, bon, ils disent systématiquement c'est pas nous, mais à la limite, être découvert, c'est pas forcément un énorme problème. Ouais, ben c'est ça. Mais ça crée des dommages réels, puis ça n'est pas exclu dans le monde dans lequel on est là. Et ce qui veut dire aussi que d'ailleurs en tant que défenseur, on traite pas la menace de la même manière, parce que un attaquant qui s'en fiche d'être découvert ne va pas se protéger pareil qu'un attaquant qui ne veut surtout pas être découvert. Et on va pas du tout le chercher de la même manière. Un attaquant justement type APT28 ou quoi, finalement on sait qu'il va y avoir des fichiers par exemple à analyser. On sait que ces malwares-là, ça va être des variants de malware connus. Enfin, on en a des milliers dans les bases, etc. Donc en fait, on va faire de la détection. Enfin, par exemple, c'est ce qu'on va faire nous, c'est par comparaison. C'est-à-dire que on va dire, est-ce que ce code-là, il peut avoir potentiellement des similarités dans les comportements, etc. d'un autre code qu'on a connu, parce qu'en fait, on a tellement d'exemples de code de ces attaquants que ils les refont pas à chaque fois, ils se font découvrir tout le temps, mais ils réutilisent et puis ils vont changer une option de compilation, changer un truc, etc. Donc on va les trouver vraiment de cette manière-là. Les attaquants qui cherchent vraiment à ne pas être découverts, eux, là où ça va être différent, c'est que on va avoir très peu d'échantillons type. Donc il va falloir, ils vont avoir très peu de fichiers sur le disque. Parce que justement, ils veulent pas que, en phase d'investigation, on puisse récupérer un fichier et l'analyser. Donc ça va être beaucoup de choses qui vont rester dans la mémoire, qui vont être sur le comportemental. La détection, justement, ça va être plus, là c'est bizarre, on a un flux réseau très spécifique qu'on devrait pas avoir d'habitude. Mais limite, à ce moment-là, on n'a même pas de fichier, on n'a même pas de malware. Enfin, en tout cas, on le voit pas.
On voit même pas le malware. Ouais, c'est ce qui s'est beaucoup transformé dans les dernières années où on a fait c'est du fileless, c'est-à-dire que c'est des choses, des attaques sans fichier. Et ce qu'on appelle le LOL, c'est Living of the Land, c'est-à-dire que d'utiliser que des fichiers qui sont déjà en place, donc ils ne laissent essentiellement plus de traces comme on avait l'habitude avec des choses qui étaient déposées sur les machines. Exactement. Et ça, les attaques avancées qui veulent pas se faire découvrir, finalement, parce qu'ils peuvent pas se permettre, voilà, ils veulent pouvoir nier que c'est eux, etc. Vont beaucoup utiliser ça. Et finalement, hein, ce qu'on constate, c'est que les attaquants type russe, par exemple, les ransomware aussi, n'ont pas trop cette problématique-là. C'est-à-dire que ransomware qu'on analyse beaucoup, nous, ça va être Logbit, par exemple. En fait, ils savent qu'ils sont trouvés régulièrement. Parce que de toute façon, une fois qu'ils ont chiffré, on en voit partout. C'est pas compliqué, l'effet il est flagrant. Je veux dire, un attaquant qui veut être vraiment furtif, ça va être pour faire de l'espionnage, du vol de technologie, de l'influence, des choses comme ça. Lui, potentiellement, on va jamais le trouver. Le ransomware, de toute façon, il sait qu'il sera trouvé à un moment, donc il va pas forcément chercher à ce qu'on ne soit pas du tout capable de l'analyser. Il sait que ça va arriver un jour. Donc c'est pas tout à fait la même manière de travailler dessus, les détecter, etc. Et ça, même chose. Hein, ceux-là, nous on en voit énormément, hein, les logbits, etc. C'est des choses qu'on voit beaucoup. Et là pour le coup, on est dans le plus classique. Hein, on n'est pas dans l'attaque étatique, on n'est pas dans le stratégique, on n'est pas dans même dans la diplomatie, etc. Là, on est purement dans un malware qui a un but précis, c'est gagner de l'argent. Hein, les ransomware, c'est ça. Ça peut être financer aussi des activités type mafieuses ou autres, hein, mais indirectement, enfin, à un moment ou à un autre, le but c'est de gagner de l'argent. Et ça, par contre, on en trouve. Aujourd'hui, hein, c'est le problème hein, de ces ransomware là. Hein, on a énormément d'exemples. Là, on sait même plus quels exemples citer hein, finalement d'attaques comme ça. Moi, je sais qu'en France, hein, on cite beaucoup les attaques sur les hôpitaux. Hein, il y en a eu quand même pas mal. Il y a eu l'hôpital de Corbeil-Essonnes il y a quelques mois. Il y a eu Dax à une époque. Il y en a eu un, c'est juste à côté de chez moi. Alors, j'ai pas d'informations hein, de est-ce que c'est un ransomware ou pas. C'est vrai qu'il y a encore débat là-dessus. Mais il y a eu l'hôpital de Rennes, hein, le CHU. Hein, donc là, on est à quelques kilomètres de chez moi hein, pour le coup. C'est un peu, Rennes. Faut savoir qu'en France, c'est un peu, la Bretagne en France, c'est un peu le pays de la cybersécurité. Hein, c'est vraiment là où on a énormément d'entreprises en cybersécurité. Donc clairement, ça a fait beaucoup discuter dans l'écosystème autour. Mais on a eu l'hôpital, le CHU hein, de Rennes qui a été visé la semaine dernière. Et là, a priori, soit c'était pas un ransomware, soit l'attaque a été contenue assez rapidement. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant il y a une double peine avec les ransomware. C'est-à-dire qu'à une époque, le ransomware, l'exemple de NotPetya dont on parlait tout à l'heure, ou WannaCry, etc. Le but c'était de chiffrer les systèmes. Alors NotPetya c'était pas tout à fait pareil parce qu'il chiffrait les systèmes, mais on pouvait même plus les déchiffrer. Parce que pour le coup, le but c'était de rendre inopérant. Mais les ransomware, le but à la base, c'était de chiffrer les systèmes. C'est-à-dire qu'on prend tous les fichiers, on les chiffre avec une clé. Évidemment, la clé est pas connue de celui qui vient de se faire chiffrer. Et du coup, il faut payer une somme en bitcoin, etc., ou autre crypto-monnaie généralement, pour obtenir la clé de déchiffrement. Aujourd'hui, les attaquants, ils ont trouvé que ça c'est bien, hein, ça permet de gagner de l'argent, mais il y a mieux. Et donc, ils se sont dit, on va aussi exfiltrer les données. Et donc là, typiquement, le CHU de Rennes, apparemment, ça a été arrêté pendant la phase d'exfiltration. Ce qui ne veut pas dire que ça n'aurait pas été chiffré plus tard, hein, si ça n'avait pas été détecté. Mais en fait, les attaquants se sont dit, on va exfiltrer les données et on va essayer de les revendre. Et alors là, même quand je dis c'est double peine, c'est triple peine, potentiellement. Parce que imaginez, vous êtes une entreprise avec du savoir technologique. Le ransomware, l'éditeur de ransomware, il le sait très bien. Donc il sait qu'il a 3 moyens de vous influencer. Il a chiffré votre système, clairement, ça va être un vrai problème. Parce que vous avez perdu vos données, et si vous n'avez pas de bonne sauvegarde, etc., déjà, gros problème. Et puis après, il a volé vos données. Et là, il peut en faire deux choses. Il peut les vendre au plus offrant. C'est hyper intéressant parce qu'il peut y avoir des concurrents qui seraient vachement intéressés. Il peut vous menacer de les envoyer à n'importe qui. Hein, voilà, menacer de les envoyer à un concurrent, par exemple. Sauf si vous payez la rançon. Et en dernier recours, si vraiment vous voulez pas payer la rançon, il peut menacer de les diffuser complètement publiquement. Et donc finalement, il y a clairement plusieurs leviers d'action. Hein.
Il y a le côté diffuser à des concurrents, etc. Ça peut être un drame. Parce que ça, voilà, fuite de savoir technologique, etc. Mais fuite ouverte, hein, c'est aussi un vrai problème parce que ça veut dire que n'importe qui y a accès. Et là, effectivement, c'est pas tout à fait pareil quand on parle de propriété intellectuelle. À la limite, la propriété intellectuelle, une fois que les concurrents l'ont, si le reste de la terre entière l'a, ça va pas changer la face du monde. Pour l'entreprise visée, en tout cas, hein, le résultat, après, il y a l'image, etc., hein, qui va jouer. Mais dans le cas des hôpitaux, il y a quand même aussi les données personnelles des patients. La partie, je me souviens que à Corbeil-Essonnes, hein, l'hôpital qui avait été attaqué, la politique française en la matière de ransomware étant de ne pas payer les rançons, le groupe a ensuite diffusé les données, et ça veut dire que vous avez quand même des gens, hein, j'ai envie de dire comme vous et moi, hein, qui se sont retrouvés avec des résultats, par exemple, analyse biologique, des radios, compte rendus d'examen, etc., qui se sont retrouvés sur Internet. Aujourd'hui, il y a des journalistes qui ont fait leur travail, de voir un peu quelles données sont disponibles. En termes de données personnelles, c'est un dommage très 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 important. Alors, la politique de la France est de ne pas payer dans ces cas-là parce que sinon ça ne fait qu'enrichir et entretenir le système. Et voilà, à titre personnel, je trouve que c'est très louable. Mais c'est vrai que ça veut dire aussi accepter à ce moment-là que quand on a une attaque de ce type-là, les données soient diffusées sur Internet. Alors il y a eu des cas aussi au Canada. Hein. Il y en a eu un assez récent. C'était en janvier. Et alors pour le coup, donc c'est l'hôpital Sick Kids à Toronto, donc un hôpital pour enfants. Et alors là, c'est un peu plus spécifique parce que pour le coup, c'était Logbit aussi. Hein. Et Logbit s'est excusé de l'attaque. Excusez du peu quand même, parce que et d'ailleurs ils ont renforcé leurs conditions d'utilisation. Hein. Alors c'est complètement dingue de parler de ça hein, quand on parle d'un ransomware, hein. Mais ils ont des conditions d'utilisation. C'est un business, c'est vraiment un business vrai de vrai comme les autres. Là. C'est ça qui est fou à penser que, en tout cas, bref. Mais complètement. Et en fait depuis janvier, alors ça datait d'un peu d'avant, mais ils ont même encore renforcé ça, c'est-à-dire que le principe hein, des Logbit et autres, c'est qu'ils développent le malware, ils mettent à disposition un certain nombre de choses, le panel, etc., pour administrer tout ça. Et après, ce sont des affiliés qui l'utilisent pour attaquer. L'avantage de ce mode de business-là, c'est que vous allez avoir des affiliés francophones qui vont attaquer les hôpitaux en France, vous allez en avoir anglophones qui vont attaquer dans les pays anglophones, etc., etc. En fait, ça permet de démultiplier la capacité d'attaque hein, une fois que la chaîne est développée. Et en fait, ils interdisent leurs affiliés de viser des hôpitaux normalement. Donc les affiliés n'ont pas le droit. Et typiquement, il me semble que celui de Sick Kids, l'affilié a été viré. C'est-à-dire qu'il n'a plus le droit de travailler avec Logbit maintenant. Hein. Logbit refuse maintenant de travailler avec cet affilié-là, donc il doit se trouver un autre fournisseur de malware. Et du coup, là en l'occurrence, hein, sur Sick Kids, Logbit s'est excusé. Ils ont viré l'affilié, ils ont renforcé leurs conditions d'utilisation, etc. Et ils ont offert, entre guillemets, les clés de déchiffrement. C'est-à-dire qu'ils ont envoyé à l'hôpital les clés de déchiffrement, ce qui a permis à l'hôpital de retrouver son activité, etc. Mais ça reste un cas exceptionnel cette conclusion-là. Aujourd'hui, hein, voilà, on ne peut pas parler de malware sans parler des ransomware. On ne peut pas parler des ransomware sans parler de Logbit, hein, d'ailleurs, parce que c'est quand même la menace qu'on voit aujourd'hui énormément. Et donc, clairement, hein, tout le monde est leur cible. Hein. Aujourd'hui, nous on le voit hein, que ce soit dans nos partenaires, etc., qui nous remontent les attaques sur le terrain. On est sur des petites entreprises, sur des grosses entreprises. Il y a des administrations publiques évidemment, comme des hôpitaux, etc. Aujourd'hui, tout le monde peut être la cible. On pourrait se demander pourquoi les petites entreprises, parce que potentiellement elles n'ont pas d'argent. Mais d'un autre côté, les petites entreprises sont plus faciles à attaquer. Il y a vraiment, une petite entreprise. On va rentrer dedans, on va dire comme dans du beurre dans certains cas. Généralement, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller récupérer les comptes de l'entreprise aussi. Et donc, quand ils demandent la rançon, ils savent que l'entreprise a les moyens de la payer. Donc, ils vont adapter le montant de la rançon en fonction de l'entreprise et de ses moyens, etc., etc. Donc, finalement, c'est plus facile de rentrer dans une petite, mais les rançons vont être plus petites. Et puis après, en faisant un peu plus de travail, ils vont rentrer dans des plus grosses, mais là, viser des plus grosses rançons quelque part. Ouais, il y a une question d'effort aussi. Si c'est pas, ça prend peu d'effort rentrer dans une petite entreprise, c'est toujours une question de rendement. Il faut le voir vraiment, c'est des business qui sont là pour faire de l'argent, puis du moment qu'on a de l'argent, puis on a l'effort est pas très élevé, on va y passer. Exactement. Et puis on est malheureusement toujours dans une phase où finalement
si j'ai une maison qui a pas d'alarme, mais que je ferme ma porte à clé, un voleur, il va essayer d'ouvrir la porte, il va se dire bon, c'est fermé à clé, et ben il passe à la maison suivante parce qu'elle est ouverte. En cyber, on est encore malheureusement là-dedans, c'est qu'il y a encore des entreprises qui sont ouvertes, dans le sens où elles ont quasiment pas de protection, et c'est important pour elles de se sécuriser. L'étape suivante, ce sera que chaque entreprise aura un niveau de sécurité minimal, et finalement, et ben la différence se fera entre ceux qui ont une alarme et ceux qui n'en ont pas, etc. Et petit à petit, comme ça, le niveau monte. Aujourd'hui, c'est vrai que, quand on voit le nombre d'attaques, c'est la preuve par l'exemple, quelque part, qu'il y a encore largement assez d'entreprises, assez trop surtout, d'entreprises qui sont vraiment insuffisamment sécurisées. Ouais, effectivement, ben de toute façon, ils vont s'adapter aussi quand on va augmenter, mais plus ça va augmenter, moins ça va être une business qui va être rentable. Donc, on espère que ça va avancer. Ça fait un bon tour d'horizon justement de l'analyse d'un cas pratique, et dans ce cas-ci, Stuxnet, et peut-être un peu de nuancer avec des deux autres cas. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais aborder cette fois-ci? Sur les cas pratiques, je pense qu'on a fait effectivement un petit peu le tour. Ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on parle malware, alors on a défini un petit peu la dernière fois ce que c'était qu'un malware. Faut bien voir que ça revêt énormément de choses. Et c'était ça aussi là le but du sujet là, de parler à la fois d'un Stuxnet, de KASAT et des ransomware plus classiques, c'est de voir un peu l'étendue de ce que peut être un malware. Il peut y avoir, ça peut être des fois, même on parlait de tout ce qui est LOLBIN, etc. Des fois, il y a même presque pas de malware dans une phase d'attaque, parce qu'on va utiliser ce qui existe déjà. Des fois, on va voir des malwares qui sont ultra sophistiqués, qui vont viser des architectures hyper spécifiques, etc., comme dans le cas de Stuxnet. Et dans énormément de cas quand même, on va avoir une bonne vieille backdoor avec un bon vieux, ce qu'on appelle un RAT, un Remote Access Tool, donc un outil d'administration à distance, finalement, qui vont être utilisés. C'est vraiment le malware, c'est vraiment le maillon qui fait que l'attaquant en fait prend et garde le contrôle sur le système. C'est sa porte dérobée. C'est vraiment ce qui va installer. Donc c'est quasiment tout le temps présent sous une forme ou une autre dans une attaque. Et donc c'est vraiment important. À la fois d'être capable de les détecter, mais aussi d'être capable de savoir ce qu'ils font. Le cas Stuxnet nous montre bien, une fois qu'on sait ce que fait le malware, on a quand même énormément d'informations potentielles pour la suite. Et ce sera un petit peu mon mot de la fin, justement. La connaissance du malware, nous aujourd'hui, c'est ce qu'on essaie de faire et d'apporter. Ça nous semble important parce que dans une phase même de réponse à incident, on a eu un ransomware, etc. Nous on le voit, alors pas nous directement parce que nous on travaille avec des partenaires qui font ça. Nous on permet de les équiper dans la protection, mais nos partenaires en fait vont faire les investigations, etc. sur la réponse à incident. Et en fait, ce qu'ils nous disent, c'est que dans les cas d'attaque, c'est vraiment un des axes qui développe rapidement parce qu'ils ont besoin de savoir où on en est dans l'attaque. Donc savoir qu'on a trouvé le malware de telle famille, savoir que ce malware-là, il sert à chiffrer ou à exfiltrer, c'est pas la même chose en termes de phase d'attaque, etc. Savoir qu'il a des capacités de latéralisation, des capacités d'installation à tel et tel endroit dans le système, c'est ça qui permet de le nettoyer quelque part. Super intéressant. Fait que je te remercie énormément pour ce nouveau partage d'informations très pertinentes, puis on se dit à la prochaine. Merci beaucoup et à très bientôt alors.